Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre débat en ligne sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Nous organisons ce débat en amont du sommet des dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine qui aura lieu ce jeudi et vendredi, donc 17 et 18 février, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc, nous avons saisi cette occasion pour parler du nouveau pacte avec l'Afrique qui a été annoncé par le président français Emmanuel Macron en décembre 2021 sous le nom de New Deal avec le continent africain afin de relancer son économie. Le sommet sera également le coup d'envoi de l'initiative européenne annoncée en décembre 2021 de Global Gateway, initiative qui concrétise la volonté de constituer une Europe géopolitique en créant une puissance qui ira au-delà du hard power classique. Donc, cette proposition de New Deal avec l'Afrique, le Global Gateway et le sommet même arrive à un moment charnier, à un moment de relance économique, mais aussi dans un contexte géopolitique complexe et aussi très tendu en ce moment, et dans une situation où surtout le changement climatique et ses effets dramatiques deviennent de plus en plus évidents. Pour discuter de ces points et aller au-delà, nous avons aujourd'hui avec nous Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales, IDRI. Merci d'être là et bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et nous avons aussi Bénédicte Erfurt, qui est venu d'Allemagne, qui est chercheur à l'Institut allemand de développement, DIE, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Également, merci beaucoup d'être là et bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, on va commencer le débat tout de suite. Je pose la première question peut-être à Monsieur Treyer. Comment voyez-vous ce sommet et les possibilités, mais aussi les défis derrière ce nouveau partenariat euro-africain? Merci beaucoup Stéphanie et merci à la Fondation Robert Schuman de nous inviter. C'est un moment extrêmement important à l'invitation d'une fondation dont la mission c'est le projet européen de pouvoir discuter des relations entre l'Europe et l'Afrique. La commission von der Leyen a dit depuis le début qu'elle allait être une commission géopolitique et que donc elle allait positionner son projet politique pour l'Europe autour du Green Deal comme une manière de se positionner dans la mondialisation économique et aussi dans les rapports de force entre les pays. Et Stéphanie, vous mentionniez la notion de soft power. Je pense que dans beaucoup de ce que la commission von der Leyen met sur la table, l'enjeu d'être le continent qui est pionnier dans la reconversion de l'économie vers une économie neutre en carbone, protectrice de la biodiversité, c'est l'enjeu d'être les premiers à le faire, d'être les pionniers et de set the standards, d'être ceux qui définissent les normes de cette mondialisation dans une économie net zéro. Dans ce cadre-là, on a l'impression que l'Europe regarde beaucoup la compétition la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et notamment la compétition économique aussi entre la Chine et les États-Unis. Et il me semble que ce qui est très intéressant aujourd'hui avec le sommet avec l'Afrique, c'est que précisément, en fait, l'Europe doit aussi s'intéresser à ce que ce soft power veut dire dans la relation avec un continent africain, qui va être une grande économie de demain. Il y a beaucoup de pays dont l'économie émergente va compter demain en termes de marché, en termes de puissance économique. Et on entend beaucoup nos collègues africains affirmer ça de manière très claire. Je pense que ça devient extrêmement important d'avoir ça en tête. C'est aussi pour ça que l'Europe s'y intéresse. Et puis aussi pour des raisons géopolitiques, en se disant peut-être qu'on peut trouver des alliances qui ne soient pas le rôle. Il faut être très vigilant là-dessus. Le but n'est pas de transformer l'Afrique en supplétif de l'Europe. Je m'excuse de ce terme extrêmement chargé de connotations historiques négatives, mais on voit bien comment dans un certain nombre de négociations, l'Europe cherche à chercher et souvent à enrôler les pays africains pour peser davantage face à d'autres régions du monde. Il me semble que là, c'est bien l'idée de construire un partenariat beaucoup plus solide. Et alors ce que moi j'attends du sommet, c'est quand même que précisément ce partenariat soit remis sur des bases plus symétriques, et qu'en fait, il lance une capacité à se parler de manière plus symétrique. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a lancé sa stratégie pour ce partenariat Europe-Afrique comme une espèce d'offre, une proposition,
il y a déjà plus de 2 ans. Et cette proposition, structurée notamment autour du Green Deal, autour du Pacte vert pour l'Europe, à cette proposition, la réponse a été le silence et en fait du scepticisme. Et je pense ça révèle en fait un certain nombre de choses qui ne sont pas réparées aujourd'hui. J'entends beaucoup de nos collègues think tank africains nous dire, en fait, ce sommet, comme d'habitude, a été organisé par les Européens depuis leur agenda et on n'a pas eu le droit de mettre nos priorités en avant. Il faut évidemment je suis pas en train de critiquer mon propre gouvernement. Je pense qu'il y a eu, c'est une perception qui est durablement installée et qui va prendre du temps à changer. Et il faut donner des signaux probablement plus importants que ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant, de l'idée qu'en fait ce sommet va être l'agenda même de nos sommets et de nos partenariats va être davantage co-construit. Et c'est frappant parce qu'en fait derrière la proposition européenne de 2020, il y avait beaucoup d'éléments dont on voyait les synergies entre le projet de l'Europe pour elle-même et pour le monde à travers le Green Deal et les besoins de l'Afrique tels qu'elle l'affiche dans son agenda 2063 ou dans le fait qu'elle tient énormément à l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, comme ça son projet de développement. Donc il y a énormément de recouvrement et pourtant une impression que c'est toujours l'Europe qui met l'agenda. Et donc je voudrais dire 3 choses qui sont pour moi expliquées, qui peuvent expliquer cette persistance des asymétries ou d'une perception d'asymétrie, et puis attirer l'attention ensuite sur un certain nombre de points clés de la discussion du sommet qui vient. Pour moi, les éléments explicatifs, il y a au moins 3 niveaux auxquels il faut réfléchir. Le niveau le plus important, c'est cette idée qu'il y a des asymétries structurelles dans le système économique mondial et que on a beau déclarer qu'on veut faire un partenariat entre égaux, en fait, les asymétries structurelles doivent être reconnues davantage. Et il faut réussir, et ça va bien au-delà, par exemple, d'un package d'investissement tel qu'il va être défini dans les 2 jours qui viennent. C'est vraiment l'idée de comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans les chaînes de valeur mondiales, par exemple, la répartition de la valeur et des emplois soit décidée pas uniquement dans les sièges de grandes entreprises qui sont dans les pays de l'OCDE, mais que la gouvernance de tout ça soit un peu plus égalitaire. Et donc ça me semble être un point central. C'est la plupart de nos collègues africains, économistes du développement, spécialistes de l'énergie, nous disent en fait au fond on a un problème d'asymétrie structurelle qui n'est pour l'instant pas réglé et il faut travailler là-dessus. Et ma pétition de principe, mon hypothèse, c'est qu'en fait l'Europe a intérêt à jouer davantage le partage du pouvoir et le partage de la valeur avec l'Afrique dans la compétition internationale, parce que c'est à ce titre-là qu'on pourra construire un partenariat véritablement solide avec les puissances politiques et économiques émergentes du continent africain. Et donc, c'est pas parce qu'on est puissant qu'on doit garder le pouvoir et la valeur pour soi dans ce genre de partenariat, sinon ça va pas marcher. Le deuxième niveau auquel que je voulais souligner, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que la coordination de l'Union africaine avec plus de 55 pays et une histoire de coordination qui est beaucoup plus courte que l'Union européenne, forcément ça crée aussi des asymétries. Et donc dans la capacité de l'Union africaine à répondre à l'offre européenne, il faut aussi se rendre compte que la coordination autour de l'Union africaine prend plus de temps et est plus fragile. Et donc en partie, il faudra à partir de ce sommet, on continue de donner du temps et aussi de permettre, c'est pas aux Européens d'organiser la coordination entre pays africains, mais il faut prendre en compte cette asymétrie de capacité de coordination, parce que même si beaucoup de politiciens dans la campagne française critiquent l'Europe pour son efficacité, ce avec quoi je suis pas personnellement d'accord, l'Europe est extrêmement efficace pour se coordonner comme entité supranationale, c'est quand même extrêmement important. Et le troisième point, le troisième élément de dissymétrie, que nos collègues africains nous renvoient beaucoup, c'est l'idée qu'on a un récit sur l'Afrique qui doit changer. Le récit sur l'Afrique, c'est une Afrique, un récit misérabiliste, un récit de corruption qui ne permet pas de regarder en face des éléments constructifs dans la dynamique économique qui sont pourtant extrêmement importants. Et donc, maintenant, avant de venir à quelques points précis, je voudrais juste souligner principalement ce à quoi tiennent les collègues africains et dont je pense qu'en partie,
on n'a pas encore suffisamment, dans le sommet des 2 jours qui viennent, l'accent politique suffisant mis sur ces sujets-là. On l'a entendu un peu, je vais y revenir, hein, dans la manière dont des éléments préparatoires, par exemple sur le commerce, sous la houlette du ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, avait bien mis l'accent sur l'idée de ce partage équitable de la valeur et des emplois entre les deux continents. Les pays africains nous disent, nous, notre gros projet, c'est l'industrialisation du continent, c'est la transformation structurelle du continent pour sortir d'une économie extractive de matières premières, agricoles ou minières, pour construire un secteur industriel face à une croissance démographique extrêmement importante. Et ça va nous donner une place dans la mondialisation, et c'est ça qu'on doit réussir. Et pour faire ça, il faut que la coopération, le partenariat avec l'Europe nous donne les moyens de cela, et on ne l'entend pas suffisamment dans la manière dont l'Europe nous propose des choses. Et puis, l'autre élément clé, c'est la zone de libre-échange continentale à l'échelle du continent, de l'ensemble de l'Union africaine, qui effectivement paraît énorme. Le continent est encore plus grand que l'Europe en taille, en besoin de connectivité pour faire exister réellement cette zone de libre-échange à l'échelle continentale. Et néanmoins, c'est un point non seulement symbolique, mais politiquement extrêmement important. Un certain nombre de nos collègues africains nous disent, si on veut faire marcher le marché commun de l'Afrique de l'Ouest, en fait, on a besoin, politiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on a besoin de l'existence de cette affirmation politique, de ce projet à long terme de la zone de libre-échange à l'échelle de l'ensemble du continent. C'est ça qui va nous permettre de débloquer des zones de libre-échange à des échelles un petit peu plus raisonnables, j'allais dire un peu plus praticables. Mais aujourd'hui, on bloque sur les zones de libre-échange d'échelle sous-régionale comme la CEDEAO, et on a besoin de l'échelle continentale pour que ça bouge. Et donc, il faut qu'on entende, nous, Européens, cet élément-là. Donc voilà, ça c'était un peu mon introduction pour dire voilà les problèmes dans la symétrie. Maintenant, quelques points concrets, et ensuite je vais laisser Bénédicte pouvoir évidemment intervenir sur ce sujet-là. Nous, on entend très fort de la part des collègues africains l'idée que dans la symétrie structurelle, ce qui est frappant, c'est la capacité de l'Europe à mobiliser des montants énormes pour sa propre relance, et qu'à côté de ça, les États africains n'ont pas du tout la même capacité à mobiliser des financements pour la relance africaine. Et pour eux, une des discussions principales, c'est celle sur les droits de tirage spéciaux du FMI, qui doit permettre de donner de l'espace pour la relance africaine. Mais c'est un peu le minimum, et ils demandent toujours plus de ce côté-là aux Européens, qui pour l'instant, je crois, sont prêts à être parmi les pays du monde, ceux qui sont prêts à réallouer leurs droits de tirage spéciaux en proportion importante vers l'Afrique. Mais on voit bien que ça, c'est un élément extrêmement clé, et que le paquet d'investissement qui va être discuté pendant ces 2 jours n'est finalement qu'une partie de la discussion sur les montants financiers qui sont nécessaires pour l'Afrique. Donc ça, c'est un premier point. Discutons de la finance, et n'oublions pas aussi les questions d'accès à la finance. Un certain nombre de nos collègues africains nous disent, avec ce que vous si l'Europe se met dans la course entre les Chinois et les Américains à définir plus vite qu'est-ce que c'est que la finance verte, il se peut très bien qu'au passage, en voulant définir trop vite ceux qui font le soft power, c'est-à-dire ceux qui définissent les premiers les normes mondiales sur la finance verte, vous mettiez des barrières à l'accès que nous, économie africaine, pourrions avoir au marché du financement, au marché des capitaux internationaux. Et par exemple, la question du gaz est extrêmement délicate. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Les pays africains disent attention, nous, on a des besoins spécifiques. On a déjà du problème à accéder au marché des capitaux. Donc attention, quand vous parlez de finance, à comprendre que ce n'est pas seulement l'aide au développement européenne, mais c'est vraiment plus largement des questions financières. Deuxième point d'attention, derrière la question de l'énergie, la transition énergétique, les pays africains, beaucoup d'experts africains disent en fait, réfléchissez la question non seulement de l'énergie, de l'accès à l'énergie, à l'électricité pour l'ensemble de la population, qui est vraiment un levier un déclencheur du développement économique et du développement industriel pour un certain nombre de pays. Tant qu'on n'a pas la garantie d'un accès à l'électricité un peu stable, ça sera difficile de lancer l'industrialisation. Mais plus largement, essayons de parler honnêtement et explicitement des chaînes de valeur de l'économie de demain qui sera cette économie net zéro si on s'aligne avec le Green Deal. Ça parle autant de l'agroalimentaire que de l'hydrogène, que des voitures électriques,
toutes ces chaînes de valeur qui pourront lier les deux continents et d'autres d'ailleurs, parce que la Chine en fait partie aussi, et comment dans les deux continents, qui veulent chacun récupérer les emplois industriels et la valeur au maximum, qu'on se dise qu'en fait à un moment, on n'est pas juste en train de faire un jeu à somme nulle où chacun veut plus d'emplois que l'autre, et qu'on va pouvoir comprendre comment construire des chaînes de valeur qui soient positives pour les deux pays. Et on voit bien que sur la question de l'hydrogène, pour l'instant, quand on fait des stratégies hydrogène européennes, on voit de nouveau le continent africain comme pourvoyeur d'énergie renouvelable et pas ces chaînes de valeur d'hydrogène comme étant une partie de l'industrialisation du continent. Et j'essaye de pointer des asymétries qui sont encore présentes dans le débat. Troisième point, et j'en ai que 4, Stéphanie, je m'assure de pouvoir rendre la parole assez vite. Bon, donc mon premier, c'était les aspects finance et financement qui sont extrêmement importants. Le deuxième, les chaînes de valeur autour de la transition énergétique. Mon troisième, c'est le commerce. Évidemment qu'on a eu toutes les discussions sur les accords post-Cotonou et les liens entre l'Europe et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, avec l'idée qu'en fait on doit évidemment avoir une relation particulière à cette zone de libre-échange continentale africaine. Beaucoup de nos collègues africains, de pays africains, sont aussi en train d'imaginer comment, après le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est pour l'instant limité à un certain nombre de pays africains qui vont être touchés, le Mozambique sur certains sujets très particuliers, peut-être liés à l'acier ou à des matières premières qui risquent d'être inclus dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières tel que proposé par la France. Mais le mécanisme dit, et pour l'instant, c'est les seules chaînes de valeur, mais il y en aura d'autres après. Et beaucoup de pays africains disent, mais qu'est-ce qui va venir après? Essayons de construire des conditions commerciales qui soient vraiment raisonnables entre nous. Et je pense qu'on n'a pas fini cette discussion commerciale. Mon dernier point, ça a évidemment à voir aussi avec le fait que Global Gateway, c'est des infrastructures et qu'il faut aussi comprendre comment le soutien à des infrastructures absolument indispensables. Là, on revient vraiment plutôt aux questions d'aide au développement, des transferts financiers pour aider à des infrastructures clés du développement. Comment l'offre européenne se différencie d'une offre chinoise ou turque qui disent, nous, on vient no strings attached, on n'a pas de conditions politiques. Et en partie, je pense que l'Europe n'a pas à rabaisser ses conditions politiques parce que son offre qui dit, en fait, on a besoin de ne pas avoir de corruption, on a besoin d'avoir aussi dans des diligences environnementales et sociales importantes pour pouvoir accepter un projet d'infrastructure. Je pense que ce niveau d'exigence, un certain nombre des acteurs africains avec qui on travaille dans certains secteurs sont tout à fait d'accord de l'avoir parce que ça leur permet aussi de jouer une négociation vis-à-vis d'autres bailleurs comme la Chine ou comme la Turquie. Et donc, il ne faut pas revoir à la baisse cette ambition de qualité des infrastructures. En revanche, il faut aussi comprendre comment est-ce que cette offre va vraiment pouvoir se positionner et être attractive pour les pays africains. Donc voilà, je n'ai pas résolu mes 4 points, mais juste pour les pointer et qu'on puisse y revenir dans la discussion. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre analyse, Monsieur Treillier. C'était très intéressant déjà ces 4 points et on va revenir vers certains d'entre eux certainement après dans la discussion. Je donne maintenant la parole à Benedict Erfurt pour vous poser la même question. Quelles sont les possibilités et les défis de ce sommet euro-africain et aussi de ce partenariat renouvelé? Merci à vous. Merci beaucoup aussi à la Fondation Robert Schuman pour m'avoir invité. Je m'appelle Benedict Erfurt, je suis chercheur au Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, donc le centre allemand pour les études au développement. Donc après ces propos extrêmement riches de M. Treillier, je vous propose 3 points en fait. Je vais réfléchir d'abord un peu sur la multitude de stratégies qui existent entre l'Union européenne et l'Union africaine, qui peut être très complexe et ralentir le processus de partenariat. Deuxièmement, je vais réfléchir un peu sur le Global Gateway et la possibilité que le Global Gateway pourrait améliorer la cohérence du partenariat et des relations. Et finalement, je vais conclure sur un petit plaidoyer pour des résultats un peu plus tangibles qu'auparavant dans les sommets qu'on a connus dans le passé. Donc, ces dernières années, l'Europe a produit une pléthore de stratégies pour redéfinir sa relation avec l'Afrique. À commencer par la stratégie globale avec l'Afrique, qui a été annoncée par la Commission von der Leyen en mars 2020. Il faut le savoir, il n'était pas encore mis en œuvre à cause des reports répétés du sommet. Par la suite, l'Union européenne s'est entièrement concentrée sur la récupération de Covid-19, à la fois en raison de son engagement à contribuer à la lutte contre la pandémie en tant que fin en soi, mais aussi, et c'est important, dans le cadre d'une compétition géopolitique avec d'autres pays tiers faisant de même.
Cette situation, conjuguée aux négociations budgétaires de l'Union européenne en cours en 2020, elle a conduit à l'adoption de l'instrument dit le développement du voisinage et de coopération internationale Europe globale. Donc, c'est assez lourd le nom, mais c'est typiquement le vocabulaire UE. Donc, dans le cadre de ce nouvel instrument, l'Union européenne s'est engagée à adopter une approche plus cohérente déjà dans ses relations avec les pays voisins et l'Afrique notamment. Cette approche fut baptisée Équipe Europe. Il convient par contre de noter que la principale motivation de l'Union européenne derrière l'approche Équipe Europe était de favoriser la coordination interne entre États membres et institutions européennes plutôt que d'améliorer la coordination avec les partenaires africains. Plus récemment encore, en décembre 2021, l'Union européenne a annoncé sa stratégie Global Gateway, la passerelle mondiale, qui doit contribuer à renforcer l'idée d'une Europe géopolitique, comme l'a déjà dit Sébastien Dreyer. Face à la conception, cette stratégie est également une réponse directe à l'initiative chinoise Belt and Road. Elle poursuit un large éventail d'objectifs qui incluent les infrastructures matérielles, tandis qu'immatérielles, ainsi que l'aide aux entreprises européennes. Et cette énumération que je suis en train de faire ici, elle ne mentionne même pas les différents accords cadres qui se chevauchent et qui régissent déjà les relations de l'Union européenne avec l'Afrique, à savoir le Fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique, le plan d'investissement extérieur, l'initiative Commerce pour tous, etc., etc. Nous sommes alors confrontés à une situation où une multitude de stratégies imbriquées ont été mises en place, toutes orientées vers l'Afrique ou ayant une forte composante régionale africaine. Afin de rendre opérationnelles les nombreuses priorités, l'Union européenne doit clarifier ce qui guide ses actions extérieures et ses relations avec le continent. Elle doit également clarifier qui, au sein de l'Union européenne, joue un rôle déterminant à tel ou tel égard, c'est-à-dire qui l'Union africaine peut contacter pour discuter de ses relations avec l'Europe. On se rappelle Kissinger qui a demandé la même chose il y a plein d'années. Comme l'a répété Josep Borrell d'ailleurs dans une tribune avant-hier, l'objectif de l'Union européenne est de devenir le partenaire de choix de l'Afrique. Cela ne sera pas possible que si l'Afrique sait ce qu'elle choisit en choisissant l'Europe. Plusieurs visions d'un futur partenariat avec le continent sont envisageables. S'agira-t-il d'un partenariat de différences régionales? Pour certains sujets, ce sera le cas, je pense à la paix et à la sécurité. Pour d'autres sujets, la valeur ajoutée réside dans une relation de continent à continent qui permet de fixer des normes intercontinentales, voire globales, et d'échelonner les investissements ou la production. Enfin, il est nécessaire de mieux comprendre le nouvel environnement géopolitique et son impact sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe cherchera-t-elle à faire prévaloir une logique de guerre froide en faisant trancher l'Afrique entre l'Occident et les autres? Ou est-ce que ce sera plutôt l'Afrique qui jouera l'Europe contre la Chine, la Russie, la Turquie et des autres? Ou encore, et ça sera probablement le cas à préférer, une alliance forte euro-africaine émergera-t-elle offrant une troisième voie de gouvernance mondiale, comme cela a déjà été suggéré dans des domaines tels que la coopération numérique? Bien que je n'ai pas de réponse définitive à ces questions, l'Union européenne devra clarifier ses priorités pour que les stratégies soient dignes de ce nom. Jusqu'à présent, l'Union européenne ne semble pas avoir déterminé clairement ce qu'elle souhaite poursuivre dans le cadre de sa relation d'union à union, et d'importantes initiatives parallèles existent, telles que les sommets bilatéraux sur l'Afrique organisés par l'Allemagne ou la France, et tellement d'autres stratégies bilatéraux des États membres de l'Union européenne. Donc, il faut de la cohérence, et ce qui me mène à mon deuxième point, est-ce que Global Gateway peut servir en tant que stratégie qui améliore cette cohérence et qu'est-ce qu'elle peut ajouter d'autre? La proposition de l'Union européenne de créer une passerelle mondiale, ce Global Gateway, fondée sur des investissements dans les infrastructures, est une idée opportune et potentiellement très importante. Le Global Gateway n'a pas modifié les objectifs régionaux, c'est important de noter, de l'Union européenne en Afrique, mais il a le potentiel de les recadrer dans une manière plus orientée vers ses propres intérêts. En effet, le Global Gateway promet d'accélérer la tendance d'instrumentalisation de la coopération de l'Union européenne avec des pays tiers. La présidente de la Commission, Mme von der Leyen, a annoncé cette initiative pour la première fois lors de son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen en septembre 2021. Elle a affirmé qu'au lieu de construire une route parfaite entre une mine de cuivre et une porte appartenant à la Chine, l'Europe devrait, et ce sont ces mots, être plus intelligent lorsqu'il s'agit de ce type d'investissement.
Dans son discours, elle a souligné que l'initiative Global Gateway devait être une approche fondée sur des valeurs pour investir dans des infrastructures qui relient les biens, les services et les personnes à travers le monde. En d'autres termes, Global Gateway a pour but d'aider l'Union européenne à réaliser son ambition de tirer parti de sa taille économique et de son attrait normatif en tant que partenaire libéral fiable pour devenir ou bien rester une puissance mondiale. Pour atteindre cet objectif, la stratégie promet de mobiliser environ 300 milliards d'euros. Ce chiffre sera atteint en combinant le Fonds européen du développement durable avec les engagements de la Banque européenne d'investissement et des banques de développement nationales qui, à leur tour, mobiliseront des investissements privés supplémentaires. Ce mélange de motivation et d'objectifs fait de Global Gateway un bon exemple de la manière dont l'Union européenne a intégré la politique de développement dans ses intérêts plus larges de politique étrangère. Les critiques craignent que le Global Gateway n'affaiblisse l'accent mis par la politique d'aide et de développement de l'Union européenne sur la pauvreté en s'éloignant de la réduction de la pauvreté et de l'appropriation par les partenaires pour se concentrer sur des priorités stratégiques. En même temps, une approche stratégique basée sur des intérêts économiques et géopolitiques peut constituer un pas en avant vers un partenariat d'égal à égal et contribuer à mettre fin aux anciennes dépendances. La commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a déclaré que l'intention de l'Union européenne avec Global Gateway est de créer des liens forts et durables et non des dépendances. Cela suggère qu'en plus de favoriser les objectifs d'infrastructure et de connectivité, Global Gateway cherche également à changer la manière dont l'Union européenne est perçue comme un partenaire international dans les pays tiers. Ce dernier objectif ne peut être atteint que si les partenaires reconnaissent leur propre intérêt dans la proposition de la Commission européenne. Cela ne fonctionne que si la stratégie veut être plus qu'une simple réponse à l'initiative Belt and Road. De nombreux pays du Sud ne cherchent pas l'alternative à l'initiative chinoise et ne considèrent pas la Chine comme une menace. Les pays africains cherchent depuis longtemps à entretenir diverses relations de coopération internationale qui coexistent au lieu d'en choisir une au détriment d'une autre. En outre, de nombreux pays à revenus moyens faibles n'attendent pas avec impatience les programmes occidentaux axés sur les valeurs. Le succès donc du Global Gateway lors du sommet au-delà dépendra de la capacité de l'Union européenne à transformer les déclarations en offres tangibles. Se contenter d'annoncer des plans ou des ambitions ne sera pas suffisant au vu de la concurrence géopolitique pour l'Afrique avec d'autres pays tiers, dont le Royaume-Uni, la Chine, la Turquie ou l'Inde. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point. Comme dans les années précédentes, il est peu probable que le sommet produise vraiment beaucoup de résultats tangibles. Il faut être réaliste. Mais cela dit, les décideurs se sont rendus compte qu'il faut exactement ces résultats tangibles et ont tout intérêt à se concentrer sur des domaines d'action bien définis et à délaisser les politiques déclamatoires au profit d'une approche plus pragmatique axée sur des problèmes concrets. La stratégie globale avec l'Afrique de 2020 a identifié 5 axes prioritaires de coopération qui se retrouvent de nouveau sur l'agenda du sommet, à savoir la transition verte et l'accès à l'énergie, la transformation numérique, la croissance des emplois et les emplois durables, la paix et la gouvernance, la migration et la mobilité. Il s'y ajoute le Global Gateway même et un accent plus marqué sur la coopération en matière de santé. L'ordre du jour est donc déjà suffisamment complet et plutôt que d'ajouter des nouveaux points, l'accent devrait être clairement mis sur la mise en œuvre des différents domaines afin d'éviter toute frustration future et de montrer ce que le partenariat peut faire. Cela signifie également que le partenariat doit être poursuivi bien au-delà du sommet. C'est là qu'il se déploie pleinement. Au lieu de créer de nouvelles étiquettes pour les relations inventées en Europe, l'Union européenne devrait s'efforcer de s'accorder sur des conclusions et des initiatives communes qui signalent clairement que les intérêts africains ont été pris au sérieux. La transformation verte et la transformation numérique, par exemple, peuvent être à la fois une opportunité pour le partenariat ou bien un obstacle supplémentaire. Aujourd'hui déjà, beaucoup des Africains s'inquiètent du fait que le Green Deal européen et les mécanismes, comme l'a déjà dit Sébastien Traillard, d'ajustement aux frontières du Gabon pourraient constituer des barrières commerciales supplémentaires. On peut dire la même chose concernant l'externalisation du règlement général sur la protection des données qui s'applique aux processeurs de données partout dans le monde dès lors qu'ils font des affaires en Europe ou traitent des données des Européens. Pour exploiter ces transitions dans l'intérêt des deux continents et de leur population, nous devons mieux comprendre comment chacune de ces méga-tendances, comme la numérisation, le changement climatique, la migration,
est perçue par les acteurs africains et européens et quelles solutions peuvent être avancées en commun. On s'attend également à ce que le sommet adopte un langage sur la coopération dans les forums multilatéraux. Pourtant, il existe peu d'exemples récents de coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine à cet égard. Et les brevets de vaccins sont un exemple clair des difficultés rencontrées. L'Union européenne et l'Union africaine pourraient donc être à la fois plus explicites et plus réalistes quant aux possibilités de coopération dans la sphère multilatérale. Et je m'arrête ici pour l'instant et je m'en réjouis à la discussion qui suit. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Erfort. J'essaie de rebondir un peu à ce que vous avez déjà dit. Je pense qu'un point très important est le fait que l'Union européenne essaye de construire un partenariat avec l'Afrique entre égaux. Et j'ai déjà entendu un peu que vous avez peut-être quelques doutes aussi encore et que vous avez aussi soulevé le fait qu'il reste des déficits de confiance entre les deux partenaires. Et je voulais savoir comment vous voyez ça et quelles seraient vos idées pour pouvoir créer un partenariat entre égaux dans lequel il y a cette confiance qui règne. Je ne sais pas qui veut réagir en premier, Monsieur Treyer, peut-être. Volontiers. Moi, je pense que pour construire cette confiance, j'ai l'impression que une des réponses, j'ai pas l'impression d'avoir toutes les réponses, mais une des réponses, c'est précisément d'ouvrir des espaces de discussion où on arrive à ce qui est compliqué dans les préparations des sommets, c'est qu'en fait, les pays, quand ils se parlent les uns aux autres, ou l'Union africaine avec l'Union européenne, sont tout de suite dans des postures de négociation, et qu'il y a des sujets qu'on met en avant qui ne sont pas forcément les bons, des problèmes ou des conflictualités potentielles qui ne sont pas forcément les bons, et en même temps des choses aussi qu'on n'ose pas dire parce que ça rendrait conflictuel. Et donc, une des choses qu'on essaye de faire avec des collègues du DIE et d'autres à l'échelle européenne, c'est de construire avec plein de canaux différents, des lieux de dialogue entre les experts qui conseillent les gouvernements pour qu'il y ait une meilleure compréhension de quels sont les besoins des pays africains et quelles sont les demandes aussi ou les besoins de l'Europe, et pour que ces choses-là puissent s'exprimer en mettant sur la table the elephants in the room. Dans pas mal de nos discussions entre think tanks européens et africains, régulièrement, il y a la question qui sont posées dans le chat, qui sont pourquoi devrait-on exporter notre modèle de développement? Quel est le modèle de développement des Africains? Comment est-ce qu'on pourrait partir de là pour poser les questions? Et aussi des éléments très forts sur, j'allais dire, la question des emplois, qui est effectivement l'un des sujets du partenariat officiellement à l'agenda, mais qui pose énormément de questions sur comment est-ce qu'on veut à la fois garder les emplois industriels en Europe et voir qu'ils se développent en Afrique. Et donc, ces questions ne sont pas forcément traitées de manière aussi frontale dans les discussions politiques. Et donc, pour moi, excusez-moi de prêcher pour notre paroisse, puisque la Fondation Robert Schuman en était un aussi, mais que les think tanks se parlent est absolument indispensable. Et l'autre élément que j'indiquais, et après je vais m'arrêter là sur ce sujet-là, mais l'autre élément que j'indiquais, c'est aussi la nécessité de permettre de donner le temps à la coordination africaine de se mettre en place. Il faut penser le timing de telle manière que suite à ce sommet-ci, les suites soient aussi pensées de telle manière que les pays africains puissent aient le temps de réagir, aient le temps de se coordonner, aient le temps de répondre. En partie, il y a des questions de renforcement des capacités aussi derrière ça, de pouvoir aider les experts africains à participer, à se coordonner. Et je me permets de faire un lien avec une des questions posées dans le chat sur la coopération universitaire. Ça me semble aussi extrêmement important dans la logique de renforcer la capacité des institutions expertes dans les pays africains à participer au débat de politique publique, parce qu'en fait, c'est pas juste les gouvernements qui doivent parler, c'est aussi la société civile et ses experts qui peuvent se parler entre eux et construire l'agenda africain qui ensuite viendra répondre à l'agenda européen. Merci. Monsieur Erfort, vous voulez réagir? Ma
La réponse à cette question sera suit à peu près les mêmes lignes. C'est tout d'abord le dialogue à différentes échelles qui est très important. Donc, c'est le dialogue entre chefs d'État, mais c'est également le dialogue entre société civile des deux continents et les think tanks jouent un rôle très important. Je crois qu'on a déjà fait des pas en avance dans cette direction, mais il reste beaucoup de travail à faire. Donc, ça sera le premier point vers un partenariat entre égaux. Deuxième point est aussi être réaliste par rapport à ces capacités dans les deux organisations. Les capacités vraiment dans l'Union africaine vis-à-vis des capacités dans l'Union européenne et le nombre de sujets qu'on peut traiter avec efficacité. Parce que si on a une conscience de ses capacités et de ce qui est possible, je crois on évite à créer des frustrations parce que les choses ne marchent pas, parce que les choses n'avancent pas. Donc, cette réalisation des capacités est assez importante. Troisième point, ça me amène à un des points que j'ai déjà fait auparavant, c'est il faut le voir dans la pratique, que ces sommets et les déclarations, c'est bon de renforcer l'idée d'un partenariat entre égaux. Si dans la pratique, ce n'est pas le cas, ça sert à peu. Donc, il faut vraiment voir dans le quotidien, dans la coopération, dans les relations économiques, dans l'investissement, que ça sera vraiment un partenariat qui tient compte, tient compte des intérêts l'un et des autres. Dans le travail quotidien qu'on fait dans le pratique, en fait. Oui. D'accord, merci beaucoup pour cette analyse. Un sujet qui est très important dans les relations afro-européennes, c'est la migration et le changement climatique et les liens entre les deux. Selon la Banque mondiale, le changement climatique est devenu un moteur de migration. Elle estime que d'ici 2050, sur les 140 millions de migrants climatiques dans le monde, 86 millions viendraient d'Afrique subsaharienne. Une large partie de ces migrants sera interne, bien sûr, mais on peut tout de même s'attendre à des vagues migratoires plus importantes et plus régulières à destination de l'Europe. Quelle est votre analyse? Quel partenariat faudrait-il bâtir pour préparer, contrôler et au mieux gérer ces mouvements migratoires? Et comment aussi est-ce qu'on peut aligner le langage africain et le langage européen en ce qui concerne la migration? Par exemple, il y a des discussions sur les termes migration irrégulière ou les causes profondes des déplacements forcés, notamment ceux qui sont induits par le changement climatique. Donc là, on a l'impression que l'Afrique et l'Europe ne parlent pas la même langue. Voilà, un peu, j'aimerais bien parler un peu de ce nexus migration, réchauffement climatique et aussi ce que ça veut dire pour l'économie africaine et européenne. C'est peut-être un sujet assez large, mais Monsieur Treillier, vous voulez répondre? Je veux bien, et Bénédicte, n'hésite pas à prendre la parole le premier. Hein. On n'est pas obligé de faire toujours dans cet ordre-là. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que je suis pas un spécialiste des migrations. Donc, c'est de la politique de migration, en tout cas. Donc, je ne peux pas répondre de manière complètement globale à cette question. J'ai néanmoins plusieurs éléments importants à apporter. D'abord, vous l'avez souligné, Stéphanie, les migrations liées aux impacts du changement climatique vont avant tout être intra-régionales. Pour moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la capacité d'une région comme l'Afrique de l'Ouest, mais j'aurais pu prendre l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe, mais parlons de l'Afrique de l'Ouest, qu'on connaît beaucoup en France avec la problématique du Sahel. Il y aura beaucoup de déplacements de population de pays à très forte démographie comme le Niger vers les pays de la côte comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Et là, il y a énormément besoin de renforcer la gouvernance, la capacité de ces pays-là à anticiper, préparer ces formes de migration-là, qui sont vraiment pour moi les premières liées à la question climatique. D'autant plus que, je le signale à nouveau par rapport à quelque chose que je lis dans le chat, la migration à l'intérieur d'un pays ou à l'intérieur d'un marché commun est une des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et à ce titre-là, ne doit pas être forcément évitée
mais doit être préparée, accompagnée pour qu'elle se passe dans les bonnes conditions. Il pourra y avoir des mouvements massifs de population. On voit déjà à quel point beaucoup de ce qui se passe en Côte d'Ivoire est lié à des formes de migration qui datent de l'époque coloniale, depuis la Haute-Volta, puis le Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est des choses qui sont extrêmement structurantes des conflits politiques, mais aussi des solutions économiques. C'est pas que du problème, mais c'est des choses qui doivent se préparer à l'échelle sous-régionale. Et là, ça me semble être la première réponse. Vous l'aviez souligné. Je voulais juste mettre vraiment l'accent sur le fait que c'est un énorme point sur lequel le partenariat doit pouvoir essayer d'aider la gouvernance et les structures économiques qui permettent d'encaisser ce choc de mouvements de population à l'intérieur de la sous-région. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que plus on va aider les pays africains à se développer, plus il y aura des migrations. La migration, c'est pas uniquement. Alors là, je me dis que je n'étais pas spécialiste de la migration, mais en tout cas, j'ai suffisamment écouté les collègues spécialistes des questions de migration et développement économique pour dire qu'en fait, il y a un moment où le développement du pays met un certain nombre de populations très pauvres en capacité de migrer, alors que les plus pauvres ne peuvent même pas migrer parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entamer ce déplacement-là. Et donc, il faut préparer ça dans les relations Europe-Afrique, pas uniquement à cause du changement climatique, mais à cause du processus de développement que tout le monde souhaite. C'est évidemment très peu audible dans le débat politique français et dans la plupart des pays européens qui cherchent à limiter l'immigration au plus bas niveau possible. Et en même temps, je ne vois pas comment on peut... c'est très paradoxal. Il va falloir pouvoir en parler de manière très claire. Et derrière ça, je pense que beaucoup de nos collègues africains, dans ce que vous appeliez la nécessité de parler le même langage, il y a aussi des cadres. Le langage n'est pas juste une manière de s'accorder en surface, hein, c'est pas ce que vous sous-entendiez, mais c'est aussi la capacité à avoir des cadres conceptuels, des paradigmes qui vont un peu dans le même sens. Et pour beaucoup de nos collègues africains, une des questions principales, c'est de se dire comment éviter que ça soit la main-d'œuvre la plus qualifiée qui parte en Europe et que nous, on garde la main-d'œuvre la moins qualifiée. Dans notre trajectoire d'industrialisation, il faut qu'on ait aussi des emplois dans de l'industrie agroalimentaire, par exemple, qui commencent à fixer des formes d'industrialisation dans le continent avec des emplois pas forcément extrêmement qualifiés parce que la main-d'œuvre n'aura pas eu le temps de monter en qualification. Mais il faut aussi que, pour capter de la valeur, on ait de plus en plus des métiers qualifiés. Et donc ça, c'est des éléments dont on doit parler de manière beaucoup plus officielle. Ce faisant, pardon, je n'ai pas répondu à une question fondamentale qui est comment est-ce que ce scénario le plus probable, qui est que les flux migratoires vont augmenter à cause du développement des pays africains, je ne sais pas comment on peut aujourd'hui le rentrer dans le débat politique de nos pays européens qui ne le permettent pas. Et je pense que là, on a un gros problème de décalage entre la réalité des scénarios anticipables et la capacité à faire communauté, à faire un discours politique entendable dans nos pays européens. Et voilà à peu près mes réactions. Pardon si j'étais un peu long. Oui, Monsieur Erfort, vous avez peut-être des points aussi à ajouter. Moi, je crois que c'est vraiment le dossier, un des deux dossiers les plus compliqués lors de ce sommet, parce que les partenaires n'ont pas du tout le même langage, comme Sébastien Dreyer l'a déjà dit, en fait. L'Europe parle de répatriation et les partenaires africains parlent des passages légaux qui doivent être augmentés et améliorés. Donc, c'est vraiment pas du tout que les deux côtés se trouvent tous sur la même page en ce moment, mais c'est vraiment pensé un peu à court terme parce que les flux migratoires vont toujours exister, ils vont augmenter, surtout à cause du changement climatique. Et, je crois beaucoup parmi vous ont déjà lu le livre Move de Parag Khanna qui explique très bien et dans tous les détails que ces flux migratoires ils vont augmenter à cause du changement climatique parce qu'il va avoir de plus en plus de régions qui seront inaccessibles pour nous comme êtres humains. Donc, je crois que la chose plus importante qu'on puisse faire dans un sommet, c'est changer le langage et de regarder vers le long terme, pas d'oublier, mais de ne pas se concentrer sur les besoins de court terme, qui est vraiment des besoins complètement différents entre les deux partenaires, mais de se concentrer sur le long terme. Et si on parle de migration climatique et changement climatique, il y a un autre nexus qu'il ne faut pas oublier, c'est la migration et le changement démographique.
le vieillissement des sociétés en Europe et les jeunes générations qui vont dominer l'économie et qui vont ajouter à notre économie mondiale qui sont en train de naître en Afrique. Et donc, il faut vraiment penser les trois domaines ensemble, ça veut dire migration, changement climatique et changement démographique, et voir des choses à long terme pour enfin trouver des solutions communes sur ces questions. Mais à court terme et dans le cadre de ce sommet cette année, je crois que c'est vraiment un des dossiers où on ne va pas vraiment faire des gros progrès. D'accord, merci beaucoup. Je pense que j'ai une question un peu plus précisément pour M. Erfort. Maintenant, quel avenir pour la coopération euro-africaine en ce qui concerne le numérique? C'est un grand sujet aussi. Comment voyez-vous, comment analysez-vous les potentiels du développement numérique dans ce partenariat? Les potentiels dans ce domaine, ils sont énormes, c'est clair, mais il faut les maîtriser. Et il faut l'Union européenne est vraiment maintenant ou se voit entre deux camps, et se voit entre les États-Unis et la Chine en ce qui concerne le numérique. Et elle se présente souvent en tant que troisième voie de numérisation, une numérisation centrée sur l'individu et sur le droit de l'individu par rapport à ces deux autres puissances. Donc, si elle veut vraiment devenir une puissance économique, elle a l'opportunité de le faire ensemble avec le continent africain. Cela veut aussi dire que ça ne peut pas être seulement un export de son propre modèle à eux, mais il faut co-développer ensemble cette troisième voie. Qu'est-ce que ça veut dire, une troisième voie de numérisation? Et est-ce qu'une telle troisième voie de numérisation, avec un marché qui compte le marché africain et le marché européen ensemble, qui est quand même un marché gigantesque, comment est-ce qu'elle peut être définie pour qu'elle protège les trois individuels privés à ces données privées, qui protègent aussi la souveraineté digitale des États africains en tant que les États européens. Donc, il faut vraiment avoir une offre de numérisation qui est différente de ce qu'on trouve aux États-Unis et de ce qu'on trouve en Chine, mais en même temps, il doit être faisable et il doit produire des résultats qu'on voit dans le quotidien. C'est encore une fois le même argument que je faisais auparavant. Il n'est pas suffisant de déclarer que notre approche à la numérisation sera différente de ce qu'on trouve de l'autre côté de l'Atlantique ou de ce qu'on trouve en Chine, mais il faut aussi voir dans la pratique, c'est ce que ça veut dire que c'est différent. Et est-ce que c'est le même résultat qui peut être achevé avec cette troisième voie que l'Union européenne est en train de proposer. Donc, je vois vraiment une opportunité dans le numérique pour le partenariat, mais il faut le chérir dans la façon que ça produit des résultats visibles qui vraiment sont à la même hauteur que les déclarations qu'on peut déjà entendre maintenant depuis 2017. D'accord. Et Monsieur Traillère, je pense que vous souhaitez réagir. Oui, merci beaucoup. En fait, je voulais aller dans le fil de ce que disait Bénédicte, hein, et en parlant des questions d'innovation. Ça rejoint aussi une des questions qui étaient posées sur les questions de transfert de technologie. Au-delà de la question des vaccins, hein, où il y a des questions très importantes sur l'accès aux vaccins et sur lequel l'Europe insiste pour dire qu'il faut aussi construire les capacités de production des vaccins dans les pays. Sur les sujets sur lesquels nous travaillons à l'IDRI avec des collègues africains qui sont très liés à la transition écologique ou à la transition énergétique dans les pays, une grosse question sur l'innovation, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que les pays africains puissent développer leur propre système national de recherche et d'innovation. Recherche publique, système national de recherche et d'innovation voulant dire non seulement recherche publique, mais aussi la capacité d'investissement d'un certain nombre d'acteurs privés en matière d'innovation. Et ça, de nouveau, je le relie à la question de la manière dont les entreprises, petites PME, recherche publique des pays africains,
peuvent se retrouver embarquées dans des chaînes de valeur mondialisées, et notamment en matière de numérique, comment est-ce qu'elles disposent des outils numériques pour faire partie de chaînes de valeur de l'hydrogène, de l'énergie par exemple, ou de l'agroalimentaire, dans lesquelles elles sont dans des arrangements, des contrats avec les autres partenaires de la chaîne de valeur qui leur permet non seulement d'être ceux qui produisent la matière première initiale, mais qui puissent ajouter de la valeur, qui fassent partie du dispositif d'innovation. C'est un petit peu conceptuel ce que je dis là, mais c'est à mon avis un des changements de paradigme absolument importants, de s'assurer que on embarque les acteurs économiques des pays africains dans des partenariats et des chaînes de valeur qui leur laissent aussi la capacité d'être source d'innovation. Et étonnamment, par exemple sur les questions énergétiques, la plupart de nos collègues africains spécialistes de ces questions ne nous disent pas qu'on doit leur livrer les technologies. Ce n'est pas une question de transfert de technologie, parce que les technologies seront disponibles, elles seront d'ailleurs en partie chinoises, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on crée des business models innovants autour de technologies renouvelables, avec des batteries qui sont gérées avec des logiciels qui permettent de faire du pay as you go. Et donc, c'est tout un écosystème d'innovation qu'on pourrait appeler frugal, mais qui ne sont pas misérabilistes, qui sont frugales au sens où elles sont pensées depuis les usages, depuis les conditions des métropoles africaines, et elles sont extrêmement innovantes en matière de délégation de services publics, d'arrangement entre une entreprise privée et puis une collectivité locale. Et donc, toute cette innovation-là, c'est celle-là aussi qu'on doit penser, par exemple, dans la transition énergétique. Et c'est ça qui doit permettre de mettre davantage d'accent sur la capacité d'innovation, la montée en compétence du système d'innovation dans les pays. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup. On a déjà beaucoup parlé du projet Global Gateway de l'Union européenne et on a parlé du contexte géopolitique qui est tel que la Russie, la Chine, la Turquie sont très, très présents, toutes en Afrique. Mais on n'a pas encore parlé concrètement de comment l'Union européenne peut se distinguer en Afrique et quel atout est-ce que l'Union européenne a et comment est-ce que l'Union européenne peut être un bon partenaire pour l'Afrique à côté de la Chine, à côté de la Turquie et de la Russie. Je laisse M. Erfurt peut-être parler au début. Ça aussi, si j'aurais la réponse définitive, ça va très bon. Mais tout ce que je peux dire est que, bon, si on regarde le Global Gateway, c'est clairement une réponse géostratégique d'un côté. C'est clair. C'est une réponse à ce que surtout la Chine a fait avec la Belt and Road Initiative. Et si on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont mis beaucoup sur les investissements d'infrastructures. Aussi, les infrastructures numériques, comme on a déjà évoqué, c'est, entre-temps, si je ne me trompe pas, c'est 75% de l'infrastructure numérique en Afrique, ça provient des entreprises chinoises. Ça ne veut pas toujours dire que c'est l'État, mais souvent, c'est aussi lié d'une façon ou de l'autre à l'État. Donc, c'est le Global Gateway, d'un côté, elle doit vraiment faire une offre qui… c'est la bonne question. Si le Global Gateway veut être une réponse à la stratégie chinoise, elle doit faire une offre qui est assez grande, donc à grande échelle. Donc, c'est pour ça que l'Union européenne propose maintenant 300 milliards d'euros. Donc, on peut discuter qu'est-ce que ça veut dire 300 milliards d'euros, parce que ce ne sont pas vraiment des moyens qui n'existaient pas avant, mais il faut vraiment concentrer les moyens sur une stratégie. Donc, au début, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs stratégies en compétitivité qui sont parallèles et qui règnent les relations entre l'Afrique et l'Europe. Et si on arrive avec Global Gateway ou une autre stratégie, ça peut être Global Gateway, pour l'instant c'est Global Gateway, à concentrer tous les efforts financiers budgétaires sur une vision qui est en train de manquer aussi. L'Europe n'a pas encore une vision en ce qui concerne ses relations extérieures, mais si on arrive à ça, c'est déjà le premier pas. Deuxième pas est que cette vision est une vision qui est basée aussi sur les intérêts des Africains, parce que si on fait… produire une contre-offre contre ce que la Chine, par exemple, a acheté, cela veut dire que ça doit être différent. Ça peut être pas plus de la même chose, mais ça doit être différent. Et c'est ce qui est une offre qui est différente et une offre qui est basée sur le dialogue et qui vraiment prend au sérieux les intérêts des États africains. Et ça peut être dans la matière d'infrastructure, ça peut être dans la matière des capacités, des échanges universitaires, etc. Donc, l'offre, d'un côté, doit être très, très concentrée
C'est ce qui n'est pas encore le cas. Deuxième point, afin que ça marche, ça doit être une offre qui prend au sérieux les intérêts des partenaires avec lesquels on veut réaliser cette offre. Je crois que ce sont les deux points dans l'abstrait les plus importants. Monsieur Trayer. Merci. C'est ce que je voulais. J'avais trois points. Le premier, en fait, c'est de dire en partie, l'Europe a un train de retard. Je dis ça pour nous provoquer, hein, pas tant pour dire que c'est définitif. Elle a un train de retard parce que au forum sur la coopération Chine-Afrique à l'hiver dernier, enfin fin d'année dernière, la Chine a dit bon, on a beaucoup mis l'accent sur les infrastructures avec la Belt and Road Initiative. Maintenant, on va passer à autre chose. Le partenariat qu'on vous offre, c'est un partenariat centré sur le commerce. On va définir des flux de commerce de l'Afrique vers la Chine, qui vous donnent des garanties de contrat. On va parler aussi d'investissement dans vos secteurs productifs. Et donc la Chine a déjà passé à autre chose, alors que l'Europe, avec sa Global Gateway, parle encore beaucoup d'infrastructures. Et donc je trouve que c'est important de se dire, dans cette attractivité, dans la partie, j'allais dire, de discours hein, autour de l'attractivité, la Chine joue, comme d'habitude, extrêmement finement et a déjà pris un angle différent. Et je pense qu'on a besoin de réfléchir aussi à cette idée de parler aussi de nos relations commerciales en même temps que de Global Gateway. Et notamment de parler des investissements dans les secteurs productifs, dans l'industrialisation du continent, qui me semble extrêmement important, même si les infrastructures peuvent être la condition nécessaire à cette industrialisation. Il y a vraiment un sujet important sur la question de la capacité d'investissement, de notre rôle dans l'investissement. Mon deuxième point, c'est que pour moi, l'offre européenne, elle se distingue par son exigence. Exigence qui est, on ne finance que des projets de qualité. Ce qui donne l'impression à un certain nombre de pays africains qu'en fait, on n'arrivera jamais au bout. L'Europe dit non, moi je ne m'interdis pas de financer des barrages hydroélectriques. Mais finalement, c'était il y a une dizaine d'années, un président de l'électricité du Cameroun qui disait au fond, c'est toujours intéressant de discuter avec vous, mais on sait qu'on n'aura jamais le projet. Donc il y a une impression que cette conditionnalité sur les diligences environnementales, sociales et la gouvernance, etc., sont à la fin un projet qui n'aboutit pas. Et donc, à mon avis, il faut essayer de démontrer, il faut montrer par les aspects concrets dont parlait Bénédicte. Hein, je ne parle pas de choses très conceptuelles, mais montrer à quel point les projets tels que proposés par l'Europe sont des infrastructures de qualité, c'est-à-dire non pas un surcoût, mais un gage d'impact sur le développement durable des territoires où ils vont s'installer, et notamment parce que en matière de gouvernance, et pas juste des questions environnementales dont je parlais tout à l'heure, mais en matière de gouvernance, que la société civile, les populations locales auront été vraiment engagées dans le processus de définition des infrastructures. C'est sûr que ça prend du temps, c'est plus cher, mais en même temps, c'est un gage de qualité. Et je pense qu'on devrait insister là-dessus. Et aussi un point qui est que de plus en plus, si on veut être cohérent sur l'idée que l'Europe ne finance plus que des projets qui sont alignés avec l'accord de Paris sur le climat, ça veut dire qu'il faut aider les pays à définir quelle est leur trajectoire de décarbonation. Si le gaz doit faire partie pour le Sénégal qui en dispose aujourd'hui d'une trajectoire de décarbonation, comment est-ce qu'on peut aider le Sénégal à raconter l'histoire où il ne devient pas dépendant des énergies fossiles en investissant dans des infrastructures gazières qui vont devenir des stranded assets, des actifs pourris dans quelques décennies, et aider le Sénégal à construire des politiques publiques, une stratégie et un pipe de projets, un ensemble de projets qui seront finançables. Ça aussi, ça fait partie probablement de l'appui que l'Europe doit apporter, et il faut qu'elle puisse l'expliquer non pas comme une conditionnalité, mais comme un gage de qualité supplémentaire. Mon dernier point, c'est de dire, je pense qu'il faut aussi qu'on trouve les moyens de bosser ensemble. C'est-à-dire que si on joue la Turquie contre l'Europe dans ces projets, on ne va jamais apprendre ensemble de ce qu'on sait faire. Évidemment qu'il y a des rivalités géopolitiques majeures sur le continent africain où chacun veut prendre la place de l'autre. Je pense qu'on doit essayer le plus possible aussi de dire, tiens, essayons de cofinancer entre Européens et Chinois une infrastructure, parce qu'on va apprendre aussi de la manière dont on peut faire monter nos standards ensemble plutôt que de jouer les standards des uns contre les autres. D'accord, oui, c'est un point très important, je pense. Il y avait souvent, ou plusieurs fois maintenant, la question dans le chat, de quelle Afrique parle-t-on ? On parle de l'Afrique en tant que continent, on parle de l'approche européenne vers l'Afrique. Est-ce que c'est aussi une approche régionale ou est-ce que ça reste un peu une approche continentale et est-ce que c'est intelligent de le faire comme ça? Vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué, mais peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin dans cette réflexion.
Ça dépend fortement de la question et de la domaine qu'on est en train de considérer. Là, on parle de l'approche continentale parce que c'est le sommet Europe-Afrique, en fait, qui aura lieu après-demain. Mais si on parle, par exemple, de la numérisation, je crois, et de le Digital Single Market, ça doit être clairement une approche à l'échelle continentale parce que c'est nécessaire afin de créer des échelons qui sont suffisamment grands afin de faire rendre rentables les investissements qui sont nécessaires dans ce domaine. C'est la même chose pour la zone de libre-échange sur les deux côtés. Il y a d'autres questions comme la paix et la sécurité, comme j'ai évoqué tout à l'heure, qui nécessitent une approche beaucoup plus régionale, de temps en temps aussi bilatérale, et qu'une solution continentale peut-être n'est pas la plus apte afin de résoudre un problème. Donc, je dirais la réponse à cette question, c'est ça dépend vraiment de la domaine qu'on regarde, ça dépend du secteur. Et il y a quelques-uns qui ce sont vraiment des challenges structurels qui nécessitent l'approche continentale, quand il y a des autres qui sont beaucoup plus continentales et qui doivent en fait rendre compte des logiques régionales aussi. Juste pour illustrer, en fait, hein, excusez-moi Stéphanie, je me permets de réagir si ça vous va. Je pense que juste pour illustrer, moins que pour... enfin, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Bénédicte. Un des points qui me semble important, c'est que, je le disais tout à l'heure, sur l'approche de construire des marchés communs. Évidemment que c'est plus facile d'imaginer construire un marché commun à l'échelle de la SADC, là en Afrique australe, ou de la communauté est-africaine, où ça commence vraiment à exister, ou alors de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup des collègues avec qui on discute en Afrique nous disent, en fait, pour l'instant, c'est un problème d'économie politique et pas uniquement de pragmatisme dans la construction de ces marchés communs. Pour vous donner un exemple de pourquoi il faut penser à la fois le sous-régional, qui est plus homogène, et puis le continental. Ce problème d'économie politique est le suivant. Certains gouvernements, en fait, signent pour des unions sous-régionales, mais en fait ne jouent pas le jeu à l'échelle de la CEDEAO, par exemple. Et le pari que font ces collègues, qui sont des experts et pas des officiels du gouvernement, c'est qu'en fait, le jeu avec la puissance politique qu'on doit essayer de mettre, l'accent politique qui doit être mis à l'échelle continentale, va obliger les États, les gouvernements individuels à davantage jouer le jeu du sous-régional. C'est une tactique politique qui est importante à comprendre parce que à ce moment-là, sinon on se dit une zone de libre-échange à l'échelle de tout le continent, alors qu'on n'arrive même pas encore à construire complètement la CEDEAO comme un marché commun. Et oui, mais en fait, on a des raisons politiques pour lesquelles c'est absolument indispensable de jouer les deux cartes. Et c'est important que l'Europe, officiellement, dise oui, la zone de libre-échange continentale, on veut la construire aussi, parce que ça renforce l'importance de cette zone de libre-échange continentale. Et donc, ça oblige aussi les États qui ne jouent pas le jeu à l'échelle sous-régionale de rentrer davantage dans le jeu commercial. C'est ça qui me semble important. Évidemment que l'Afrique est très hétérogène, l'Europe l'est déjà aussi beaucoup, mais il est important de voir que les deux échelons sont absolument indispensables. Oui, comme vous dites, l'Europe est très hétérogène aussi en ce qui concerne les relations entre les différents États membres et l'Afrique. Nous avons un intervenant français ici et un intervenant allemand, et c'est clair que l'Allemagne a une approche différente à l'Afrique que la France. Peut-être que vous pouvez parler de cette problématique aussi un tout petit peu. Oui, avec plaisir. C'est un autre sujet qui est très pertinent, je veux dire, et je crois c'est aussi une opportunité parce que dans le passé, c'est vrai, même aujourd'hui dans les questions de sécurité, c'est souvent le cas, que la France et l'Allemagne ont pris complètement une voie différente dans leur approche vis-à-vis de l'Afrique et aussi plus générale dans leur politique étrangère. Donc, mais plus récemment, on voit quand même que c'est aussi le moteur franco-allemand qui peut réaliser
ensemble des bonnes étapes et des étapes importantes. Parce que si on prend par exemple cette année, c'est l'Allemagne qui tient la présidence de la G7 et la France est la présidence du Conseil européen. Donc, ensemble, les deux peuvent complémenter les deux forats et peuvent vraiment définir l'agenda commun pour l'Union européenne. Donc, c'est juste à titre exemplaire une des choses à considérer. Généralement, je crois, dans la paix et la sécurité, il faut encore faire dans le domaine de la paix et de la sécurité, il faut encore faire des pas en avance que la France, la concertation entre la France et l'Allemagne doit s'améliorer. Je vois des opportunités avec le changement du gouvernement qui se voit aussi en tant qu'un gouvernement fédéral avec une politique étrangère beaucoup plus active qui va dans la direction de la politique étrangère française. Donc là, je vois des parallèles, des points communs sur lesquels on peut construire peut-être aussi une politique étrangère plus forte, plus cohérente au sein de l'Union européenne. Et ça nous permet de créer une offre qui est cohérente, dont je parlais tout à l'heure, et avec cette offre, on va entrer en dialogue avec les partenaires africains. De mon côté, je voudrais souligner aussi à quel point l'Europe la France et l'Allemagne sont déjà relativement bien alignés. Je conteste pas ce que dit Bénédicte, il y a beaucoup de besoins de mise en cohérence. Mais on peut quand même aussi beaucoup s'appuyer sur le fait que la France et l'Allemagne se parlent à tous les échelons de leur politique d'aide au développement, qu'on essaye de s'aligner et que dans l'ensemble, par exemple, l'agenda 2030 est une manière de cadrer ce qu'on veut faire avec l'aide au développement française et celle qui est en Allemagne, qui est très cohérente avec ce que les pays africains demandent. L'agenda 2030 étant une manière d'organiser, de penser la cohérence de tout ce qu'on fait. Maintenant, il reste les autres pays européens. Et je pense que c'est très important que non seulement la France et l'Allemagne se coordonnent, mais il y a des stratégies pour embarquer le reste du continent européen. Je pense moins aux pays méditerranéens, l'Espagne et l'Italie ayant elles-mêmes pas mal de relations avec le continent africain dans diverses situations, sur les énergies renouvelables, sur la relation aux PME, et qui sont plutôt intéressés, avec qui on peut entrer en cohérence. Les Nordiques qui ont aussi beaucoup investi en matière d'aide au développement en Afrique, mais il y a aussi un certain nombre d'autres pays, notamment en Europe orientale. Il faut que le dialogue soit le plus fluide possible pour que l'Europe ait envie d'investir ensemble dans sa relation avec le continent africain. Et sans ça, on ne va pas pouvoir parler sereinement, pas aujourd'hui, mais en tout cas même dans le long terme, des questions de migration, qui là sont extrêmement, sur lesquelles la vigilance de l'ensemble des pays européens est extrêmement forte. Et donc pour moi, il faut qu'on réussisse à embarquer aussi le reste des pays européens sur les questions de développement. Merci. Oui, bien sûr. Peut-être je peux ajouter pour répondre à cette dernière question dans le chat, qui disent que les approches politiques allemandes et françaises sont assez différentes dans la coopération internationale. Ce n'est pas toujours le cas, je crois. Il y a beaucoup de l'alignement, comme Sébastien Treyal a dit. Si on regarde par exemple le Mutual Reliance Initiative, c'est une initiative conjointe de la AfD, de la KfW, qui est le pendant financière en Allemagne et de la Banque européenne d'investissement. Dans ce cadre-là, il y a beaucoup de projets de cofinancement entre les trois partenaires, donc France, Allemagne et Banque européenne d'investissement. Et il y a plein d'autres exemples. Donc, surtout sur le plan de la coopération et développement et de la coopération financière, je crois qu'il y a un fort alignement. C'est moins prononcé dans le secteur sécuritaire, je dirais, mais dans le financement au développement, je crois si les deux pays travaillent déjà dans la même direction et les résultats, ils ne sont pas négligeables. Merci. Je voudrais juste prendre une dernière question qui est dans le chat et qui porte sur le secteur privé et l'importance du secteur privé européen et africain. Donc, faut-il faciliter l'accès au financement européen par les entreprises européennes pour accélérer les investissements privés directs plutôt qu'aider les États africains ou les organisations intermédiaires? Qu'est-ce que vous direz? Je veux bien essayer de répondre en premier, mais pour moi, il me semble que ce n'est pas une opposition qu'on doit avoir. On a aujourd'hui énormément besoin pour pouvoir mobiliser les énergies du secteur privé, l'investissement. Je prends l'exemple à nouveau
de la transition énergétique. Il y a beaucoup d'acteurs du secteur énergétique, des startups, des renouvelables, pas que des startups, des opérateurs de grande ampleur, etc., qui sont européens, très présents en Afrique. Et la question principale, c'est de vérifier comment est-ce que, avec des montants somme toute modestes, les transferts financiers publics peuvent aider à financer des projets qui semblent sinon trop risqués, peuvent aider à construire un horizon de régulation des politiques publiques qui soit satisfaisant. De nouveau, un des sujets qu'avec les collègues de la Africa Europe Foundation, on avait mis sur la table en amont du sommet des 2 jours de cette fin de semaine, il y avait l'idée de construire une African School of Regulation, comme on a à Florence une European Florence School of Regulation sur la régulation du secteur électrique. C'est extrêmement important. Et donc, on a besoin aussi de penser les interventions publiques à tous ces niveaux-là pour pouvoir laisser les acteurs du secteur privé intervenir et faire leur boulot d'innovation, de présence et comment dire, de capacité à faire exister cette trajectoire d'industrialisation dont je disais qu'elle tient vraiment à cœur des pays africains. Merci, Monsieur Erfort. Vous voulez réagir aussi? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que Sébastien a dit. Ce n'est pas un choix entre l'un ou l'autre, c'est la complémentarité qui va nous aider à progresser, je veux dire, parce que dans le secteur public, déjà, il n'y a pas assez de moyens afin de financer tout ce qui fait les challenges qui nous attendent dans les 10-20 années à venir, et aussi pour arriver à la SDGs, à la Agenda 2030, pour vraiment les réaliser. Les moyens publics sont insuffisants et c'est aussi à cause de ça que cette mobilisation des fonds privés est devenue de plus en plus un discours dominant et c'est aussi un discours qu'on n'arrête plus. Donc, si on regarde globalement comment l'aide au développement s'est transformée dans ces dernières années, c'est tout à fait en direction vers le secteur privé et la mobilisation des fonds privés. Et c'est pour de bonnes raisons. D'ailleurs, je crois aussi, si on le regarde d'une autre perspective, le secteur privé, d'entretenir des relations entre le secteur public et le secteur privé, et aussi une sorte, on se lasse des relations de dépendance de l'histoire du passé. Parce que si on vraiment inclut le secteur privé, on parle d'investissement, on ne parle pas de dons, on parle d'investissement et des retours. Donc, c'est vraiment un changement aussi qualitatif des relations entre les partenaires parce que des régions avec lesquelles on entretient des relations économiques et avec lesquelles on investit, c'est tout à fait un autre partenariat que s'il n'y a pas des investissements privés auparavant. Donc, déjà, c'est vraiment un développement qu'on devrait, qu'on ne peut pas arrêter, mais qu'on ne devrait pas arrêter non plus parce que ça reflète un peu le changement qualitatif de notre relation vers un partenariat entre égaux. Merci. Je pense que nous n'avons plus vraiment beaucoup de temps pour répondre à beaucoup plus de questions, mais peut-être que vous voulez donner une mot de conclusion chacun sur les points les plus importants que vous voyez pour ce sommet et voilà, juste pour conclure un peu notre débat qu'on vient d'avoir. Monsieur Treyer, vous voulez commencer? Je veux bien commencer. Je pense je voulais dire 2 choses. C'est pas tout à fait une conclusion, mais je vois bien qu'il y a plein de questions sur, par exemple, la monnaie unique ouest-africaine, sur lesquelles il me semble que il y a besoin à la fois de construire progressivement. Je suis pas un spécialiste à nouveau de ces questions-là, et il y en a sûrement plus spécialistes dans l'audience. Je veux juste dire que ce qui m'apparaît moi de mon côté, c'est qu'on a encore des héritages historiques de la manière dont le franc CFA est lié à l'euro, est lié à des formes de gestion de la monnaie en France. Je pense qu'on a quand même un degré de maturité politique côté français, je l'espère en tout cas, qui est prêt à ce que cet héritage historique soit abandonné ou transformé pour le meilleur bénéfice d'une monnaie unique qui soit utile pour l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que la maturité politique est là, et qu'en partie, c'est parce que les institutions ouest-africaines ne sont pas encore prêtes à les recevoir, et donc il y a aussi des débats de ce côté-là. Donc j'ai l'impression que ces choses-là peuvent évoluer assez rapidement. Et j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas... j'ai l'impression en tout cas que
la maturité politique, à mon avis, est suffisante du côté européen pour ne pas tenir à une espèce de lien qui ne fait pas sens, si ce n'est pour l'instant d'essayer de garder des conditions qui permettent à un moment que ça soit une monnaie unique pour le propre bénéfice de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième point que je voulais dire, c'est ça répond aussi à un certain nombre des questions et c'est mon message principal. Plus on sera clair sur les intérêts respectifs des deux continents, plus ça sera facile d'avoir un partenariat entre égaux et de comprendre aussi comment on peut jouer ces intérêts-là dans la compétition ou dans la coopération avec les Américains ou les Chinois. Et parmi ces intérêts qu'il faut clarifier, donc beaucoup de personnes ont fait des commentaires là-dessus, hein, en fait, on fait pas ça par les Européens font pas ça par pure générosité ni par repentance. Il y a un vrai calcul d'intérêt et ce calcul d'intérêt, c'est d'essayer de peser davantage dans la définition des normes, d'accéder au marché africain. Il y a beaucoup d'intérêts pour l'Europe qui peuvent être listés, je ne vais pas les relister là, mais il me semble que parmi eux, il y a cette question de deux continents qui veulent s'industrialiser et avoir des emplois industriels de l'économie de demain, qu'elle soit numérique ou agroalimentaire ou digitale. Et ben, il faut qu'on discute carte sur table de comment on va se partager ces emplois, cette valeur dans des chaînes de valeur qui sont globales et comment est-ce qu'on peut à la rigueur se partager un gâteau, c'est toujours compliqué si on ne peut pas le faire grossir. Est-ce que la coopération ne permet pas de faire grossir ce gâteau et d'avoir plus d'emplois ensemble et de mieux se les partager? Merci, c'était une belle comparaison pour la fin, Monsieur Erfort. Peut-être une chose qu'il faut rester, c'est rester modeste par rapport aux résultats qu'on peut atteindre, mais rester modeste dans le sens que, oui, on peut déjà considérer le fait que si les intérêts sont vraiment mis sur la table, c'est déjà un gros succès pour le sommet même. C'est la première chose. Deuxième chose, les deux partenaires, les partenaires des deux continents, ils se sont mis comme but d'avoir vraiment un format de dialogue, de table ronde, vraiment dans l'ordre du jour. Et c'est quelque chose que José Borrell a bien écrit dans Le Monde. Et le fait que cette fois-ci, c'est une table ronde qui permet de discuter. Normalement, auparavant, dans le passé, souvent les déclarations finales ont été préparées jusqu'au dernier mot et les chefs d'État, ils sont finalement juste signés, pris des photos et c'est plutôt, oui, c'était pas trop focusé sur le contenu. Cette fois-ci, en 2022, on arrive à travailler sur le fond, sur le contenu sur cette sommet. C'est déjà un grand succès et ça veut dire déclarer clairement les intérêts, comme Sébastien a dit. Et une fois on a déclaré les intérêts, identifié les intérêts des deux côtés, on peut travailler là-dessus dans la pratique, dans le quotidien et jusqu'au prochain sommet. Il ne faut pas attendre le prochain sommet alors, mais il faut entre-temps utiliser la définition des intérêts et travailler là-dessus afin de créer des résultats tangibles et visibles pour les populations, pour la société civile et pour tout le monde en Europe et en Afrique. Merci pour cette belle conclusion. On voit que le sujet est très complexe. On n'a certainement pas évoqué toutes les questions qu'on aurait dû, mais le temps n'est pas illimité. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. C'était une discussion très, très riche et le débat sera aussi disponible sur notre site en replay. Donc, n'hésitez pas à le re-regarder, à le partager. On va le mettre en ligne à partir de demain soir. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.